à tous et bienvenue dans Futur Mag qui se déroule aujourd'hui à Bordeaux, sur les bords de la Garonne. Et dans son université, deux endroits qui, vous allez le voir, sont propices à l'innovation. Je vous emmènerai d'abord à la découverte d'un traitement contre la maladie de Parkinson. Il s'agit d'électrostimulation du cerveau, pilotée à la fois par des neurochirurgiens et des robots. La chirurgie, elle consiste à aller mettre deux électrodes dans une toute petite partie du cerveau qu'on appelle le noyau subthalamique. Ces électrodes auront pour but de délivrer un courant. On va simplement modifier les circuits neuronaux qui créent votre maladie. Ensuite, nous prendrons la mer en Écosse pour découvrir une source d'énergie verte, renouvelable et très convoitée, celle des courants marins. L'énergie des marées est unique parce qu'elle est prévisible. On peut savoir jusqu'à 18 ans en avance comment seront les marées. Et ça, c'est très important pour anticiper la production d'électricité. Et enfin, direction le Chili et la Thaïlande, où nous verrons que les peaux de poisson peuvent servir à fabriquer des chaussures. Ils me disent « Mais moi, normalement, je mange le poisson et je jette sa peau. C'est incroyable que vous arriviez à faire des chaussures avec ça. » Bien entendu, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et nous suivre également sur arte.tv/futurmag grâce à un double écran. Guérir la maladie de Parkinson, c'est l'espoir et l'objectif de nombreux chercheurs, comme ici à l'Institut des maladies neurodégénératives de l'Université de Bordeaux. Mais c'est aussi le cas à Grenoble, où de nouvelles thérapies ont été mises au point pour améliorer la vie des patients. Et c'est le reportage de notre rubrique Hommes. La maladie de Parkinson touche 150 000 personnes en France, plus de 6 millions dans le monde. C'est l'une des maladies neurodégénératives les plus fréquentes. C'est ici, au centre hospitalier de Grenoble, qu'une équipe de médecins a inventé, il y a 20 ans, une thérapie neurochirurgicale appelée stimulation cérébrale profonde pour soulager les symptômes de cette maladie. Aujourd'hui, grâce aux technologies de pointe et à la robotique, les risques liés à cette délicate opération du cerveau ont considérablement diminué. Emmanuel Brucoleri, 59 ans, souffre de la maladie de Parkinson depuis 13 ans. Ses symptômes, une extrême fatigue, une grande raideur musculaire et une lenteur des mouvements. Un lourd handicap qui l'empêche d'accomplir de simples gestes du quotidien, comme le fait de marcher. J'étais éducateur, donc j'avais une vie un peu dynamique et mouvementée. J'ai travaillé 8 ans avec la maladie de Parkinson. Mais le problème, c'est que vers la fin, j'ai des problèmes de concentration. On vit au ralenti, quoi. On a tendance à se replier sur soi-même, à ne pas rechercher la compagnie des autres, alors que ce n'était pas mon cas auparavant. En s'attaquant aux neurones qui synthétisent la dopamine, le neurotransmetteur impliqué dans le mouvement, la maladie de Parkinson détruit progressivement les facultés motrices, puis les facultés cognitives des personnes atteintes. À ce jour, aucun traitement ne peut empêcher sa progression. Comme 300 personnes chaque année en France, Emmanuel s'apprête à subir une opération pour soulager ses symptômes. Une opération décidée au cas par l'équipe médicale selon la progression de la maladie chez chaque patient. Plus tôt on opère ces patients lorsqu'on sait qu'ils ont une maladie de Parkinson invalidante, et mieux c'est. On opère les gens tôt pour qu'ils bénéficient de la stimulation pendant une période suffisamment longue où ils sont victimes simplement de troubles moteurs. Parce qu'ensuite, on sait que dans la plupart des cas, après un certain nombre d'années d'évolution, 15, 20 ans, 25 ans, ils développent d'autres signes que les signes moteurs. Des signes axiaux, de la parole, de la marche, mais également des troubles cognitifs. Depuis le début de la maladie, Emmanuel prend de la lévodopa, un médicament qui mime l'action de la dopamine. Ses symptômes ont considérablement diminué pendant plusieurs années. Mais la maladie progresse et ce médicament se révèle de moins en moins efficace. Pour les patients atteints de troubles moteurs comme Emmanuel et pour qui les médicaments ne sont plus suffisants, la stimulation cérébrale profonde est un nouvel espoir. Asseyez-vous. Je voulais vous rencontrer parce qu'on va vous opérer de votre maladie Parkinson. Oui. Je suis déjà venu une fois en 2005 ou 2006 et comme le traitement faisait effet et que c'était pas trop urgent, on a reporté à plus tard et maintenant
je suis revenu pour ça, quoi, pour une opération. D'accord. La chirurgie, elle consiste à aller mettre 2 électrodes dans une toute petite partie du cerveau qu'on appelle le noyau subthalamique. C'est un petit noyau qui est gros comme une grosse lentille à peu près. Ces électrodes auront pour but de délivrer un courant. On ne va pas remplacer la dopamine par cette intervention. On va simplement modifier les circuits neuronaux qui créent votre maladie. Les neurones communiquent entre eux par fréquence physio-électrique. En raison du déficit en dopamine, le noyau subthalamique des malades de Parkinson envoie un signal hyperactif et brouillé, qui a pour conséquence les symptômes de la maladie. Grâce à la chirurgie, on place 2 électrodes dans ce noyau défaillant pour y produire un courant continu. Ce courant va brouiller les signaux pathologiques, le cerveau ne les perçoit plus et les mouvements du malade sont à nouveau fluides. Ce système est alimenté par une pile implantée sous la clavicule. La stimulation permet de traiter les symptômes, même si la cause n'est pas traitée. Mais enfin, un patient, en général, souhaite d'abord qu'on améliore ses symptômes et qu'ensuite, si on peut traiter la cause, c'est encore mieux. Mais pour le moment, on en est à ce stade-là. Donc c'est votre bras droit qui est le plus... hop. Au départ, oui, mais maintenant... On sent qu'il est raide. Hein. Ouais. Il est raide, il est dur à tourner. Ce que j'attends de cette opération, c'est que j'ai moins de difficultés à la marche, que je puisse faire des projets, quoi. Quelques jours plus tard, Emmanuel est au bloc opératoire pour l'intervention. Le patient doit rester éveillé pendant toute l'intervention, car sa participation est indispensable. Les échanges avec le patient aident le chirurgien à localiser l'endroit dans le noyau subthalamique, où il pourra recevoir la plus vaste gamme de fréquences électriques sans ressentir d'effets secondaires. Pour les besoins de cette opération, seul le crâne du patient est anesthésié. Le cerveau ne possédant pas de récepteur à la douleur, le patient ne souffre aucunement au cours de cette intervention. C'est bien votre côté droit qui vous fait le plus souffrir, qui est le plus raide. Hein. Donc on va commencer par le côté gauche. Voilà, écoutez, on est prêt à commencer. On va commencer à vous couvrir par un champ. La principale difficulté pour le neurochirurgien, c'est d'être sûr d'arriver dans sa cible, le noyau subthalamique, pour implanter les électrodes à l'endroit où elles auront le plus d'efficacité. Pour cette opération, le protocole du CHU de Grenoble intègre les dernières innovations technologiques. C'est le robot qui, à partir des données du chirurgien, calcule la trajectoire de manière extrêmement précise. Donc le but, ça va être de mettre mon électrode parallèle à cet axe et que l'électrode se positionne sur ce point. C'est cette micro-électrode qui va nous permettre d'aller enregistrer. Ça va nous donner un premier élément de reconnaissance de la région si on est bien au niveau du noyau subthalamique, parce qu'on va reconnaître les neurones. Avec l'assistance du robot, le professeur Chabardès va pouvoir totalement implanter les longues électrodes dans le cerveau du patient en progressant dizaines de microns par dizaines de microns. Tout est donc calculé au millième de millimètre près pour éviter l'hémorragie, le principal risque dans cette région hypervascularisée. Monsieur Bricoleri ? Oui. Voilà, le premier tube est mis dans votre cerveau, vous n'avez rien senti. Il est à peu près 5 mm de la cible, on va quand même vérifier. On est vraiment pile là où on doit être. C'est déjà une bonne chose, ça. Une fois la première électrode posée, toute l'équipe procède à une série de tests pour s'assurer de sa bonne position avant de placer la seconde. Ça va, monsieur Bricoleri ? Vous dites bien s'il y a quelque chose qui ne va pas, hein ? Ouais. Les yeux toujours bien ouverts. Donc là, je vais envoyer un courant sur la microélectrode avec une fréquence à 130 Hz et on va augmenter progressivement par des pas de 0,5 mA pour voir à quel moment on a un effet bénéfique et à quel moment on a un effet secondaire. Je stimule. Voilà. Super. Vous sentez là que c'est beaucoup plus souple, hein? Ouais. Ouais. Pas de sensation désagréable? Pas de fourmillement? Et là, vous êtes sans médicaments. D'accord, impeccable. On a un très bon effet à 2 mA et on peut monter jusqu'à 6 mA ces effets secondaires. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le noyau subthalamique et qu'on est à distance des régions qui peuvent poser problème. Les électrodes sont en place. Au total, l'intervention aura duré près de 8 heures. 10 jours plus tard, Emmanuel s'est bien remis de son opération. Tu vois, je ne tiens même plus à la rampe. Et je
descend facilement les escaliers. Emmanuel et Corinne, son épouse, sont ébahis par les améliorations amenées par la stimulation cérébrale profonde. Vraiment, je suis épaté parce que je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. C'est vraiment fantastique comme les choses ont été... D'un seul coup. D'un seul coup, vraiment, du jour au lendemain. Quand je vois marcher, voir ces projets qu'il a de nouveau de faire des voyages. Et maintenant, c'est de nouveau le Manu que j'ai connu et qui était... voilà, que la maladie avait malheureusement changé. D'ici 2 jours, Emmanuel pourra sortir et retrouver ainsi une vie normale pendant 5 ans, 10 ans, voire plus. De retour sur le campus de l'Université de Bordeaux à l'Institut des maladies neurodégénératives où je vais rejoindre son directeur, Erwan Bézard. Erwan Bézard, bonjour. Bonjour. À l'Institut des maladies neurodégénératives, vous travaillez sur Parkinson. Aujourd'hui, on sait traiter les symptômes de la maladie, mais pas forcément la maladie elle-même. Autant on peut améliorer les symptômes principaux de la maladie, autant les symptômes moins nobles, mais tout aussi invalidants de la maladie, on a beaucoup de mal à les traiter. Par exemple ? Par exemple, l'hypersalivation, l'hypersudation, les baisses de tension ressenties par les patients, les troubles du sommeil, nous ne savons pas les traiter. Et aujourd'hui, quels sont les traitements contre Parkinson ? Les traitements contre la maladie de Parkinson sont le remplacement de la dopamine perdue au cours de la maladie. Donc soit avec son précurseur, la lévodopa, soit avec des molécules de synthèse qui vont avoir la même action exactement, qui vont permettre de rétablir, on va dire, un tonus dopaminergique dans le cerveau. L'autre grand traitement, c'est la stimulation cérébrale profonde du noyau thalamique. J'ai lu récemment qu'il y avait des traitements liés au fer pour justement guérir les symptômes de la maladie. C'est une des pistes ? C'est une hypothèse assez ancienne, qui n'est pas spécifique d'ailleurs à la maladie de Parkinson, mais qui en fait partie, et qui est qu'elle pourrait être causée par une accumulation de fer dans les neurones dopaminergiques. L'hypothèse a été de diminuer les taux circulants de fer dans le sang, afin de limiter son afflux au cerveau. Les études précliniques, donc à savoir sur l'animal qui avait été menées, étaient relativement positives. C'est une hypothèse parmi d'autres. Et quel serait le Graal pour un laboratoire comme le vôtre concernant la maladie de Parkinson ? Le Graal, c'est de ralentir le décours de la maladie ou de stopper l'évolution de cette maladie de Parkinson. Et ça, c'est envisageable ? C'est envisageable. Ce qu'il faut conserver à l'esprit, c'est la durée du temps de la recherche. La durée du temps de la recherche est extrêmement longue. Si aujourd'hui, les étudiants qui sont derrière en train de travailler amènent des résultats qui vont permettre de faire une découverte importante, entre ce moment et le traitement effectif symptomatique, il va s'écouler 20 ans. Et quelles sont les pistes aujourd'hui les plus prometteuses en la matière ? Une des caractéristiques de la maladie de Parkinson, c'est l'accumulation progressive au cours du temps de déchets. Et ces déchets sont des protéines que l'organisme, que les neurones, que les différentes cellules ont de plus en plus de mal à traiter. Lorsque les déchets envahissent la cellule meurt. Donc, de nombreuses stratégies visent à augmenter la capacité à éliminer les déchets par les neurones. Quel est le pronostic d'une maladie de Parkinson ? L'issue de la maladie ? Ce n'est pas une maladie mortelle. L'espérance de vie des patients parkinsoniens de par le monde est très légèrement inférieure à l'espérance de vie de la population générale depuis l'avènement de la dopathérapie. Est-ce qu'il y a moyen de protéger son cerveau contre la maladie de Parkinson, de limiter les risques de son apparition ? Le tabac, le vin rouge sont des facteurs protecteurs, c'est merveilleux. Mais néanmoins, il faut faire beaucoup de sport également. L'exercice physique diminue l'incidence de la maladie de Parkinson et vivre, si possible, dans un environnement dénué de polluants environnementaux qui sont assez classiques, tels que les pesticides, les herbicides, les métaux lourds, etc. Erwan Bézard, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre laboratoire et bonne continuation dans vos recherches sur la maladie de Parkinson. Merci bien. Alors l'étude du cerveau peut parfois prendre des chemins assez surprenants. Des étudiants du Massachusetts Institute of Technology ont mis en ligne un jeu qui permet de cartographier la connexion entre les neurones. Quand les gamers donnent un coup de pouce à la recherche, c'est notre bref du web.
Vous avez toujours rêvé d'être un scientifique, mais malheureusement, vous n'êtes pas très fort en biologie? Ce jeu en ligne est fait pour vous. iWire a été créé par le laboratoire de neurosciences du MIT, l'Institut technologique du Massachusetts. L'idée, mettre à contribution les internautes friands de jeux vidéo pour cartographier le cerveau et plus particulièrement la partie gérant la rétine. Les connexions entre les neurones rétiniens du cerveau ont une forme bien particulière. Sur une carte tridimensionnelle, les joueurs sont invités à les localiser et à les colorier. Un tutoriel permet de s'entraîner à reconnaître leur forme. Toutes ces données collectées représentent un travail immense et sont ensuite utilisées par les scientifiques dans leurs recherches sur la rétine. Après les éoliennes, ce sont les hydroliennes qui ont le vent en poupe, ou plutôt le courant en poupe, dans notre rubrique Terre. Mais avant de découvrir ces drôles de machines qui tournent grâce au courant marin, faisons le point en animation sur le potentiel de cette nouvelle ressource énergétique. Contrairement aux vagues, qui sont une onde mécanique superficielle, les courants marins constituent un déplacement massif d'eau de mer. On en distingue deux types, les courants de surface et ceux de profondeur qui instaurent une circulation à travers les océans du globe. Prenons par exemple une goutte entre la Norvège et le Groenland. Refroidie par les températures ambiantes, elle acquiert une densité et une salinité qui la fait plonger en profondeur pour traverser l'Atlantique jusqu'à l'Antarctique et rejoindre la Nouvelle-Zélande où elle bifurque vers le nord. Puis, passant par les tropiques tempérés, notre goutte remonte en surface à la hauteur du Japon et rallie les eaux chaudes des Caraïbes, d'où elle revient à son point de départ. Les autres courants, dits de surface, ont pour origine vents et marées. Plus localisés, ils sont aussi plus forts. Dans le détroit norvégien de Saltstraumen, par exemple, ils atteignent 40 km/h. Dans tous les cas, les volumes d'eau impliqués sont énormes. Rien que le Gulf Stream déplace 150 fois plus d'eau que tous les fleuves du monde réunis. Ces forces colossales sont donc une formidable source d'énergie qu'il est tentant d'exploiter. Jusqu'à présent, cette formidable énergie des courants marins ne servait pas à grand-chose. Eh bien, une entreprise française s'est mise en tête d'aller la récupérer pour produire de l'électricité. Nous partons tout de suite sur les côtes écossaises pour voir à quoi ressemblent ces centrales électriques d'un nouveau genre. Il y a de l'énergie stockée dans les océans, disait Jules Verne. Et si on utilisait celle des courants marins pour produire de l'électricité? Cette énergie pourrait être une solution pour faire face aux défis énergétiques de demain. Parmi les industriels qui s'intéressent à la question, une entreprise française, DCNS, constructeur naval, est en passe de commercialiser ses premières hydroliennes. Et c'est ici, au nord de l'Écosse, dans l'archipel des Orcades, que sont testés leurs prototypes de grosses turbines sous-marines. Ces eaux font partie du Centre européen des énergies marines, l'EMEC, le plus grand site au monde de test de ces curieux engins. C'est Soubar, la responsable environnement, qui supervise les projets en cours. Ici, c'est un site exceptionnel pour les énergies marines. On teste nos hydroliennes en conditions réelles, à petite échelle. Il y a de grandes marées et de forts courants qui viennent de différents côtés. Les hydroliennes sont à l'eau ce que l'éolienne est à l'air. Elles peuvent capter l'énergie des courants marins ou fluviaux pour en faire de l'électricité. Ici, ce sont les courants de marée qu'elles exploitent, ceux générés par l'action gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Ces courants particuliers seraient une source inépuisable et fiable en matière d'énergie. L'énergie des marées est unique parce qu'elle est prévisible. On peut savoir jusqu'à 18 ans en avance comment seront les marées. Et ça, c'est très important pour anticiper la production d'électricité. Il est donc possible de connaître la production d'électricité des années en avance. Un atout essentiel par rapport à d'autres énergies renouvelables comme l'éolien. Car contrairement aux marées, les vents ne sont pas prévisibles. Mais pour fonctionner, les hydroliennes ne peuvent pas être implantées n'importe où. Plusieurs critères sont indispensables. Dans l'idéal, il faut une profondeur de 40 à 80 mètres, où il y a de forts courants, qui font environ 7 km/h. Ce qui est intéressant ici à l'EMEC, c'est qu'on a des courants très rapides, qui vont jusqu'à 16 km/h.
Ces endroits à très fort courant de marée, il y en a plusieurs en Europe, surtout en France et au Royaume-Uni. Ces deux pays concentrent à eux seuls 80% du potentiel hydrolien. De quoi attirer certains industriels qui commencent tout juste à développer des prototypes. L'allemand Siemens ou encore Alstom et Kawasaki. Il y a beaucoup de prototypes en cours de fabrication, mais nous sommes les premiers à nous être installés à l'EMEC et à avoir construit des machines à l'échelle commerciale. On les développe depuis 2004. Ici, il s'agit du 7e prototype d'hydrolienne du groupe testé dans ces eaux britanniques. C'est une turbine de 6 mètres avec une puissance de 250 kW. Elle produit actuellement de l'électricité qui est transportée grâce à des câbles sous l'eau jusqu'à la côte. Mais comment cette hydrolienne transforme-t-elle les courants en électricité? Cette hydrolienne est composée de deux parties essentielles, une partie fixe qui s'appelle le stator et une partie en mouvement, le rotor. C'est sur ce rotor que sont fixées les pales. Mais surtout, sur ce rotor sont installés des aimants. Sur le stator, des bobines de cuivre. Dans l'eau, les courants actionnent les pales et font tourner le rotor. Entre le cuivre et les aimants, une variation de champ magnétique a lieu, entraînant un mouvement d'électrons. L'électricité est créée. Mais le point noir de l'hydrolien, c'est son coût. Car la filière est récente, encore au stade expérimental comme l'était l'éolien il y a 20 ans. Pour l'instant, le prix de l'électricité issue de l'hydrolien serait plus de 2 fois plus cher que celui de l'éolien. Alors, chaque industriel cherche des moyens pour réduire ses coûts d'installation, d'exploitation, de maintenance. Ici, le prototype est tenu par des piliers, mais en réalité, l'installation de cette turbine sera différente. C'est l'une des innovations de cette hydrolienne, être simple à installer. Quand ces turbines seront installées à l'échelle commerciale, elles seront descendues sur les fonds marins, accrochées à une structure. Cette structure qui les maintient permet de ne pas faire de forage, ni d'installer des piliers. C'est une barge spécialement conçue pour, qui permet de transporter, d'immerger ou récupérer la machine pour effectuer sa maintenance. Ces grosses turbines ne seraient pas une menace pour la faune marine. C'est du moins ce qu'affirment les industriels du secteur. Ici, l'hydrolienne aurait été conçue pour cohabiter avec les poissons. Les tests qu'on a faits jusqu'à aujourd'hui concernant poissons, mammifères, montrent que la turbine est neutre. La machine tourne à environ 21 tours par minute. La faune marine peut donc passer à travers la turbine sans être entraînée ou coincée à l'intérieur. Et ces hydroliennes vont bientôt arriver en France, en Bretagne. Avec nos côtes françaises, on pourrait produire 3 gigawatts d'électricité par heure, soit l'équivalent en puissance de 2 à 3 centrales nucléaires. Suite au succès des tests réalisés en Écosse, l'industriel français s'est lancé dans la construction de turbines géantes. 150 tonnes, 3 fois plus grosses que leurs petites sœurs d'Écosse. En charge de leur conception et développement, Christophe Dorignac, ingénieur. Ce que vous avez vu à l'EMEC, c'est un premier prototype vraiment recherche et développement, à une petite échelle, de 6 mètres de diamètre. Et là, vous avez vraiment un premier grand prototype, 16 mètres, qui est le futur de l'ère industrielle en termes hydroliens. Ce monstre d'ingénierie a une capacité de production d'1 mégawatt, ce qui correspond à un potentiel d'alimentation de 1000 foyers. L'hiver dernier, cette turbine géante a fait ses premières rotations dans les fonds bretons. En France, c'est une première. C'est tout d'abord le premier modèle de cette ampleur. C'est aussi le premier modèle à être déployé de manière autonome et c'est aussi la première hydrolienne à avoir été immergée. En décembre 2013, cette hydrolienne a été mise à l'essai au large de Paimpol. Une expérimentation qui s'inscrit dans un projet commandé par EDF. Celui de créer le tout premier parc hydrolien français. Un grand mot, car il s'agit de 2 hydroliennes qui alimenteraient 2 à 3 000 foyers en électricité. Après 4 mois sous l'eau, l'hydrolienne semble avoir fait ses preuves. L'objectif de cette dernière campagne d'essai était d'obtenir 1500 heures de fonctionnement, de manière à pouvoir prouver la fiabilité de la machine, mais aussi d'obtenir un maximum d'enseignements afin de réinjecter ceci dans le design de la prochaine génération de turbines que nous sommes en train de concevoir. Dès 2015, 2 turbines seront donc installées à Paimpol. Reste à savoir si à terme, leur exploitation sera rentable. Les difficultés et les enjeux de cette technologie, c'est de la rendre bien sûr viable.
En clair, c'est de la rendre d'une part fiable et d'atteindre des tailles critiques en termes de volumétrie qui permettent de faire baisser les coûts et de permettre de rendre la facture énergétique et financière acceptable. D'ici 2020, 150 machines devraient être immergées dans les îles anglo-normandes. À terme, c'est aussi, en plus des courants de marée, les courants océaniques et les courants fluviaux qui pourraient être utilisés. Un Eldorado énergétique qui reste à conquérir. Marc Lafosse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Énergie de la Lune et vous avez participé à l'installation de cette première hydrolienne. Alors, est-ce qu'elle produit déjà de l'électricité? Alors, cette hydrolienne est un prototype industriel dont l'objectif était d'enregistrer la donnée scientifique. Donc, elle n'est pas raccordée au réseau électrique. L'énergie qui est produite est donc dissipée. Juste pour se rendre compte, une machine comme celle-ci peut produire l'équivalent de quelle consommation d'électricité? C'est à peu près 1 à 1,5 foyers sur une année. D'accord. Alors à cet endroit-là, évidemment, on est sur la partie fluviale de l'estuaire de la Gironde, donc elle capte les marées qui montent, mais aussi les marées qui descendent. On a à peu près 5 heures de courant montant à Bordeaux pour 7 heures de courant descendant. Et si elle était raccordée, voilà, ça correspondrait à ça. Quel est le potentiel de l'énergie hydrolienne dans l'estuaire de la Gironde? Alors, le potentiel est de 106 MW. Ça correspond à peu près 6000 machines qui pourraient être construites ici. C'est à peu près 10 000 foyers. Et à quelle échéance pourraient être raccordées ces hydroliennes au réseau? Alors, le raccordement est prévu avec plusieurs phasages. Donc là, on parle bien de tests. Je pense que le test va encore se dérouler pendant quelques années. On parle ensuite de ferme pilote. Une ferme pilote, c'est un endroit où il y aura plusieurs machines qui vont être installées les unes à côté des autres. Donc là, on parle d'un phasage aux alentours de 2016-2017. Et ensuite, on parle d'une ferme commerciale, c'est-à-dire que la filière n'a plus aucun souci pour porter son modèle économique par la revente de l'électron sur le réseau. Et là, on parle à peu près de 2020-2022. L'hydrolien, c'est une énergie verte. Est-ce que c'est une énergie qui a des inconvénients aussi? Alors ah non, à mon sens, pas d'inconvénients, évidemment, je ne vais pas vous le vendre différemment. Pour des simples et bonnes raisons, c'est que d'abord, c'est une énergie prédictible. On connaît les marées, je suis capable de vous dire ce qui va se passer sous le pont de Pierre à l'horizon 20, 30, 40 ans, 100 ans. Donc on sait ce qu'on aura en production. On sait ce qu'on pourra en production. Donc pour le gestionnaire du réseau, c'est extrêmement intéressant de pouvoir s'appuyer dans quelques minutes, parce que c'est le moment où il y a tout le monde qui rentre chez soi et qui allume son radiateur, de pouvoir s'appuyer sur ces centrales. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est des machines qui seront sous l'eau, qui ne seront pas visibles. Et troisième sujet, c'est des machines qui vont tourner très très lentement. Les pales tournent très lentement. Du coup, il n'y a pas d'impact ou très très peu d'impact sur la faune. On parle de récupérer l'énergie des courants qui sont au large de la Bretagne. Est-ce qu'on peut changer d'échelle et envisager de récupérer, par exemple, l'énergie du courant du Gulf Stream qui traverse toute l'Atlantique? C'est un objectif à l'horizon 2030, peut-être un peu plus. Le gros souci, c'est évidemment le raccordement, notamment la conversion en mer, c'est-à-dire une machine en mer va produire l'énergie électrique. Il faudra la convertir de façon à la transporter et à la distribuer. Mais pour les courants océaniques, ça veut dire qu'il faut imaginer des machines de quelle taille? Pour les Gulf Stream, ça fera 40-60 mètres de diamètre. Et c'est quoi le plus grand défi pour l'énergie hydrolienne dans l'avenir? Alors il y a des défis qui sont importants, notamment si on va sur du gigantisme et le captage des courants marins comme le Gulf Stream dont on parlait. C'est plutôt le sens du raccordement électrique et également de l'ancrage. Ces machines, évidemment, elles s'opposent au courant, il faut qu'elles retiennent, il faut qu'elles captent l'énergie cinétique, donc il faut bien qu'elles soient ancrées. Ça, c'est un vrai sujet. Et évidemment, renvoyer l'électricité à terre. L'énergie des courants marins semble-t-il également la cote sur Internet, puisque la plateforme de financement participatif Kickstarter a lancé une campagne pour financer un parc d'hydroliennes, un projet plutôt ambitieux, et c'est notre bref du web. Une start-up basée en Floride a conçu un prototype de turbine sous-marine d'un nouveau genre, capable de transformer l'énergie des courants en électricité. Le système fonctionne très simplement. Il est composé de 3 volets. Poussés par le courant de l'eau, les volets se referment tour à tour, ce qui fait tourner la turbine. Cette énergie de rotation est transformée en électricité par un générateur. La start-up a fait appel aux communautés du web pour se développer. Plus de 30 000 $ ont déjà été récoltés grâce au financement participatif. Ces fonds permettront de construire un prototype de seconde génération avant de lancer un parc d'hydroliennes qui pourront atteindre 30 mètres de diamètre pour utiliser le courant du Gulf Stream au large de la Floride. Et vous, Marc, pour l'équipement de la Garonne, est-ce que vous envisagez un financement participatif?
Alors on n'en est pas là tout de suite, mais en effet, quand cette filière sera mature, je pense que c'est moyen d'intégrer les citoyens dans des projets de financement qui peuvent même s'appuyer évidemment sur une rente. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue acceptabilité. Je pense aussi que ça peut permettre à l'échelle océanique de franchir une étape et de financer des projets beaucoup plus grands que ceux de la Garonne. Et est-ce qu'on peut envisager l'hydrolien comme une source d'énergie ponctuelle dans des endroits qui ne sont pas raccordés, justement? Exactement, ça fait partie des deuxièmes usages. Nous, on pense immédiatement à nos affaires métropolitaines, où on allume sa télé et on n'a pas de souci de se dire d'où vient cette énergie. Mais quand on se retrouve au fin fond de la Guyane, au bord d'un fleuve, c'est un vrai sujet. Et là, on est bien dans un sujet d'usage de sites isolés et pour lequel ces technologies, ces hydroliennes, pourront aller tout à fait dans des passes d'atoll que dans des fleuves tropicaux équatoriaux, pour lequel il y a une ressource qui est indéniable. Mais dans tous les cas, c'est un vrai objectif pour lequel on espère que justement ces expérimentations actuellement ici pourront permettre d'ouvrir et de lever des verrous pour raccorder ces petits villages isolés. Marc Lafosse, merci infiniment de nous avoir accueillis dans ce port de la Lune. Merci à vous. Et bonne continuation pour cette énergie. Et vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag. Je vous emmène maintenant au bout du monde, en Patagonie d'abord, puis en Thaïlande. Là-bas, la peau de poisson a une seconde vie. Elle est désormais utilisée comme du cuir. Fabriquer des chaussures avec de la peau de saumon ou de tilapia, c'est notre rubrique objet et c'est dans Futur Mag tout de suite. Direction la Patagonie, côté chilien, à l'extrême sud de l'Amérique latine. C'est ici, dans ce décor grandiose, qu'est né Steven, près de Puerto Varas. Depuis 20 ans, les nombreux lacs et fjords qui s'y trouvent en ont fait la deuxième région productrice de saumon d'élevage au monde. L'année dernière, 500 000 tonnes de saumon ont été transformées et conditionnées dans des usines dernier cri, comme celle-ci. Steven est un designer de renom qui travaille dans le monde entier. Depuis 4 ans, il vient régulièrement ici faire son marché. Non pas pour le produit noble qui partira dans quelques heures par avion au Japon et aux États-Unis, mais pour les peaux qui s'entassent tous les jours par milliers dans ses bacs. Quand j'ai vu la matière première, j'ai eu un déclic. Elle est très attractive, premium, écologique et innovante à la fois. Ces déchets sont devenus une mine d'or pour Steven qui les achète à un prix dérisoire. Si je ne prends pas les peaux, elles resteront ici le temps de se décomposer et de se transformer en une matière huileuse qui sera vendue à la tonne. Donc pour eux, c'est un sous-produit qui n'a pratiquement aucune valeur. Alors moi, quand je viens ici, je les sauvegarde et je les transforme en quelque chose qui a plus de valeur. Ce qui est important, c'est que chaque peau soit parfaite, qu'elle ait une belle texture, aucune entaille, et donc je les sélectionne une à une. Son idée, transformer ces peaux de saumon en cuir haut de gamme en faisant appel à cette tannerie traditionnelle. Le tannage de la peau de saumon est presque identique à celui effectué avec du bœuf, du mouton ou du porc. Une fois les résidus de chair enlevés, les peaux, mélangées à des substances minérales, sont brassées à froid pendant 4 jours dans un tambour. Une étape indispensable pour assouplir le cuir, le rendre imputrescible et insoluble dans l'eau, avant de le teindre, l'aplatir et le faire sécher. Au début, quand nous avons commencé à tanner le cuir, on nous a demandé de venir en cachette le soir et le week-end, quand les patrons n'étaient pas là pour faire nos essais et tenter de faire du cuir avec la peau de saumon. Et puis, petit à petit, quand notre produit s'est amélioré, on a pu le montrer aux propriétaires et les convaincre de mettre une partie de leur outil de production à la disposition de ce nouveau produit. Cette usine
pourrait devenir la première usine en Amérique latine produisant un cuir haut de gamme à destination des marchés les plus riches. Ce qui, jusqu'à présent, était inconcevable pour une entreprise comme celle-ci. Steven croit dur comme fer à l'avenir de ce nouveau cuir. Il a même transformé sa maison en atelier de couture. Le cuir lui-même est très solide. Comme vous le savez, les saumons nagent autour de la terre, remontent les rivières, sautent de pierre en pierre et meurent où ils sont nés. Et cette résistance se transmet dans la qualité du cuir. Un autre point concernant ce cuir, c'est sa souplesse. Par exemple, si vous voulez faire un étui pour un smartphone, vous devez pouvoir travailler avec des courbes et des surfaces complexes et petites. Et ce cuir est très conciliant pour ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, j'emballe très facilement le téléphone avec cette texture qui épouse parfaitement les formes que je souhaite créer. Donc c'est une texture souple, très résistante et facile à travailler. Pour l'instant, voici son produit phare. Des chaussons en laine avec des semelles en peau de saumon, tricotés et assemblés par une trentaine de femmes au foyer, dans le respect des valeurs écologiques et sociales. C'est un vrai plus de pouvoir travailler à la maison parce que je peux m'occuper de mes enfants. Souvent, c'est très compliqué de pouvoir les faire garder. Alors là, ça a clairement changé beaucoup de choses de pouvoir travailler à la maison et avoir un deuxième salaire en plus de celui de mon mari. Nous établissons une relation d'égal à égal avec les artisans. Nous ne les considérons jamais comme des employés ou simplement de la main-d'œuvre. Nous avons été capables de transformer ce déchet en quelque chose qui a encore plus de valeur au kilo que le filet de saumon. Tous les déchets ne peuvent pas être revalorisés à ce point-là, mais c'est ça le but. Steven a compris avant les autres que l'exploitation des déchets issus de l'aquaculture n'en est qu'à ses débuts. En effet, pour la première fois il y a 2 ans, la production mondiale de poissons d'élevage, 66 millions de tonnes, a dépassé celle de la viande de bœuf, avec 63 millions. Le potentiel de ce nouveau cuir est donc gigantesque. Et le gisement le plus important se trouve sans doute en Asie, comme ici, en Thaïlande, où les gens raffolent du tilapia, le poisson le plus consommé de la planète. Anchali, qui habite Bangkok, a compris comme Steven que la peau de tilapia pouvait servir à autre chose que de terminer à la poubelle ou dans la friture. En 2009, cette styliste trouve le moyen de multiplier par 100 la valeur de cette matière première qui a les mêmes propriétés que le saumon. Le cuir de vache est travaillé en couches les unes sur les autres. Avec la peau de poisson, les couches sont imbriquées comme ça. Je vais vous montrer comme c'est résistant. Vous pouvez mettre une lame comme ceci et ça ne déchirera pas le cuir. C'est très solide. Anchali utilise le cuir de tilapia pour en faire des chaussures. Leur prix varie de 80 à 90 € la paire, faite sur mesure pour une clientèle friande d'originalité. Ils me disent « Mais moi, normalement, je mange le poisson et je jette sa peau. C'est incroyable que vous arriviez à faire des chaussures avec ça. » Des grossistes italiens et malaisiens viennent de la contacter pour développer ce nouveau marché. Je ne peux pas honorer des commandes trop importantes parce que je n'ai pas d'usine. L'idéal, ça serait de pouvoir vendre ma matière première à des fabricants de chaussures pour qu'ils la transforment eux-mêmes. Tous les poissons ne peuvent être tannés, mais entre le cuir de saumon et de tilapia ou d'autres comme le cabillaud ou de perche du Nil, cette nouvelle filière a de beaux jours devant elle. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission qui se poursuit évidemment sur les réseaux sociaux et sur arte.tv/futurmag. Nous, on se retrouve samedi prochain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Tchuss et à bientôt.